Bonjour, vous écoutez Modeste Schwartz, les post-occidentaux parlent aux post-occidentaux. Vous écoutez plus précisément l'épisode 9 de la série Entendu à Budapest. Cet épisode sera légèrement hors série du point de vue du contenu, dans la mesure où jusqu'à présent, la plupart, voire la quasi-totalité des épisodes de la série avait trait à divers titres, parfois plus lointainement, comme quand il était question des réactions hongroises aux déclarations d'Emmanuel Macron au retour de Chine. Mais d'une manière ou d'une autre, à peu près tous les épisodes, du point de vue du contenu, avaient trait, disons, au grand jeu géopolitique euh, en cours dans le monde actuellement, avec, bon, disons, tournant autour de notamment des relations entre l'Occident et les autocraties orientales, et autour du conflit ukrainien. Aujourd'hui, en ce samedi 13 mai 2023, à la veille du premier tour des élections turques, il va, si j'ose dire exceptionnellement, être question de Turquie. Alors pourquoi? Pas seulement par simple opportunisme journalistique, parce que bon, maintenant ça va être dans l'air, on va en parler, etc. Donc sautons sur l'occasion. Ce genre de réflexes, évidemment, ne sont étrangers à aucun journaliste, mais il se trouve qu'en l'occurrence, le propos de cette série de podcasts est de relayer en langue française ce qu'on peut entendre chez les analystes hongrois, et notamment, disons, les plus actifs et honnêtement, il faut bien le dire, les plus intéressants euh, du panel actuellement disponible, qui se trouve être généralement soit eux-mêmes idéologiquement proches du régime en place à Budapest, soit du moins euh, encadrés par des institutions qui dépendent à divers titres de ce régime. Or, il se trouve que la Hongrie, et tout particulièrement la Hongrie de la dernière décennie, donc la Hongrie du Fidesz, a développé une expertise, alors pas à partir de rien, pas à partir du néant, hein, ça existait déjà avant, mais disons que euh, le développement de l'expertise turcologique de, de- des intellectuels hongrois est tout à fait comparable au degré là aussi surprenant de leur expertise en matière post-soviétique et concernant le monde slave oriental. Alors, vu de France, comme ça, à première vue, ça pourrait sembler moins naturel, plus surprenant, bêtement parce que quand on regarde la carte, c'est vrai que bon, la Hongrie, comprenant assez bien ce qui se passe en Ukraine, c'est-à-dire dans un pays voisin, on aurait envie de dire que ça tombe sous le sens. Quand il s'agit de la Turquie, qui est quand même géographiquement séparée de l'État hongrois actuel par toute l'épaisseur des Balkans et par une césure continentale, hein, la Turquie, c'est de l'autre côté enfin, 99% du territoire turc est de l'autre côté du Bosphore, ou 98, je sais plus. Bon, donc c'est en Asie, c'est un autre continent, et puis évidemment religieusement aussi. La Hongrie est un pays européen chrétien, la Turquie est un pays, et même d'une certaine manière du point de vue de l'histoire européenne, le pays de l'islam. Et puis bien sûr, la Hongrie était encore jusqu'en 1990 un pays communiste, donc partageant au sein du pacte de Varsovie le sort des autres pays du bloc socialiste, donc y compris les pays à l'époque réunis dans l'Union soviétique, euh, aujourd'hui pays post-soviétiques, dont la Russie et l'Ukraine. Donc toutes ces associations conduisent, on va dire, je dirais, amènerait probablement un francophone moyen à considérer que, bah oui, les Hongrois qui comprennent bien ce qui se passe à l'est de leur territoire chez les Slaves de l'Est, les Russes, les Ukrainiens, c'est prévisible, c'est normal. Mais alors qu'est-ce qu'ils ont avec les Turcs? Et là, on pourrait se lancer dans de longs développements, d'ailleurs pas forcément inintéressants, mais je vais plutôt la faire courte cette fois-ci
et simplement constater que, il y a disons un dogme, un principe de base en réalité de la pensée géopolitique hongroise depuis un bon bout de temps. Comme ça, au débeauté, je serais pas capable de fixer une date, un terminus APCO précis, mais en tout cas c'est une vieille idée et qui a pris une vigueur nouvelle, toute particulière au cours de la décennie écoulée, donc sous le régime Fidesz, dans la Hongrie de Viktor Orban. Et c'est cette idée que l'existence étatique de la Hongrie dans l'Europe moderne, l'Europe d'après le XVe siècle, si vous voulez, est compréhensible avant tout dans le contexte d'un triangle géostratégique dont les trois sommets sont Moscou, Berlin et Istanbul. Hein, donc la puissance russe, la puissance allemande, bon, qui parfois a aussi été incarnée par Vienne, hein, donc il y a la Prusse, mais aussi l'Allemagne des Habsbourg, donc c'est bon, c'est compliqué, mais en tout cas, à l'ouest de la Hongrie, de toute façon, il y a toujours eu, depuis qu'elle existe en réalité, du point de vue des analystes hongrois, il devrait toujours y avoir, en tout cas pendant encore très longtemps, une puissance allemande, et au sud-est, disons, au sommet sud-est de ce triangle, on va toujours trouver une puissance turque. Ce à quoi il faut bien entendu ajouter des liens historiques et linguistiques plus anciens des Hongrois avec le monde turc. Là, je dis volontairement le monde turc et non la Turquie, étant donné que quand on parle de ces liens qui remontent à un passé plus ancien que la création du royaume de Hongrie, donc que l'établissement des Magyars dans le bassin des Carpates, les Turcs qu'on a en vue à ce moment-là ne sont pas les Turcs de langue ogouze, donc qui ont donné leur langue, on va dire, aux habitants turcophones de l'Anatolie actuelle, et à l'État turc tel qu'il existe aujourd'hui. Mais on pense dans ce cas-là aux Turcs du Nord, donc avant tout euh, citoyens de nos jours de la Fédération de Russie pour la plupart, et qui généralement parlent des dialectes kipchaks. Ce qui n'exclut pas d'ailleurs aussi des contacts culturels et linguistiques plus tardifs, déjà à l'époque des euh, contacts, pas toujours très pacifiques d'ailleurs, entre le royaume de Hongrie et l'Empire ottoman, et qui ont là aussi contribué, qui ont laissé des traces, hein, linguistiques, même architecturales, hein, dans le sud de la Hongrie. Euh, donc sur le visage, disons, culturel de la Hongrie. Restons-en là, c'est un thème qui pourrait être développé très 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 longuement, mais ça explique en tout cas qu'on est entre autres en Hongrie, outre l'expertise politique, géopolitique, etc., il y a une très forte tradition d'études altaïques, hein, la famille des langues altaïques étant celle à laquelle on rattache généralement, conventionnellement le turc. Donc généralement, ce sont simplement des gens qui ont étudié le turc. Le plus souvent, le turc littéraire, le turc de Turquie, le turc d'Istanbul. Dans le milieu universitaire, disons, leur carte de visite, c'est d'être des altaïstes. Vous voyez, exactement comme les italianistes ou les hispanistes sont des romanistes. Bon. Et donc pour cette vidéo, je vais justement m'appuyer essentiellement sur deux interviews, aussi sur des propos entendus par ailleurs chez d'ailleurs des analystes que j'ai déjà présentés, mais qui parlait alors essentiellement d'autres thèmes, et notamment de l'Ukraine. Mais plus spécifiquement, s'agissant de l'actualité turque, je vais me baser sur, d'une part, une interview diffusée il y a 2 jours, donc probablement enregistrée il y a 3 jours et reflétant en gros l'état de nos connaissances au début de la semaine, donc donnée par un jeune altaïste, justement, nommé Bulcu Pek, je ne pense pas qu'il ait 30 ans, euh, à Rito Fekete, qui a déjà été présenté dans cette série, mais qui simplement, en l'occurrence, ne l'interviewait pas dans le cadre de la chaîne YouTube de Hit Radio, de la radio de la foi, mais sur sa
sa propre chaîne YouTube, elle fait aussi fonctionner sa propre chaîne. La seconde interview sur laquelle je vais m'appuyer a été donnée par un expert un peu plus euh, expérimenté, en tout cas légèrement plus âgé, je veux dire la quarantaine, qui est Zoltan Egarashi, lequel s'exprimait donc par téléphone au micro, là pour le coup en revanche de Hit Radio, où travaille aussi Rito Fekete, donc qui conduisait la première interview. Cette seconde interview étant d'ailleurs celle de Degarashi, étant conduite par une journaliste dont j'avais pas encore entendu parler. Bon, ne nous éparpillons pas. Alors, Zoltan Egarashi, c'est de toute évidence le monsieur Turki de l'expertise hongroise d'État actuelle. Et il travaille pour ce qu'on appelle communément la Ludovica, plus officiellement l'université du service public. Donc il faut imaginer une sorte de quelque chose entre l'ENA et Saint-Cyr, hein, donc formant les cadres finalement de l'État hongrois et du régime. Alors un peu moins de cadres militaires que par exemple Saint-Cyr en France, bah oui, parce que ça fait un siècle que ils n'ont plus tellement d'armées, donc plus tellement besoin d'officiers, mais il y a quand même les cadres de la police, des douanes, etc. Bon, donc c'est en partie une institution en uniforme, et je dirais que souvent le type d'expertise qu'on y trouve ressemble beaucoup à ce qu'on trouve aussi par ailleurs au MCC, donc Matthias Corvinus Collegium, que j'ai présenté au cours d'un numéro précédent, je crois lors de la présentation de l'expert Balin Shomkuti, donc qui lui enseigne et recherche au MCC. Donc, deux institutions qui, du point de vue des talents qu'elles cherchent à concentrer et à développer, se ressemblent pas mal. La grande différence étant que l'une, comme son nom d'ailleurs l'indique, relève directement du service public de l'État hongrois, et que donc on va a priori y trouver un certain degré de neutralité idéologique imposé par le cadre institutionnel, tandis que le MCC, qui a, je crois, la structure juridique d'une fondation, là, en revanche, est clairement un think tank épousant et configurant l'idéologie donc du régime, hein. C'est une institution plus politisée, disons. Alors, commençons, comme toujours, quand il y a plusieurs intervenants, par constater, c'est souvent ce qui est le plus intéressant en réalité, les dénominateurs communs. Et là, ce qu'on constate, c'est que le jeune Bulcu Bek et le plus expérimenté Zoltán Egeresi sont d'accord sur une ou deux choses fondamentales. L'un comme l'autre, bon connaisseur de la société turque, de la Turquie actuelle, constate une certaine lassitude du public en Turquie vis-à-vis du règne déjà assez long de Recep Tayyip Erdogan, ou Erdogan comme on dit en turc, euh, constate que cette lassitude, cette désaffection a probablement été renforcée par la très mauvaise surprise du point de vue bah, finalement de la Turquie tout entière, mais avant tout d'Erdogan, euh, qu'a été le tremblement de terre récent, sachant que dans le monde islamique, traditionnellement, les tremblements de terre sont typiquement interprétés comme des manifestations d'une colère divine, et très souvent d'ailleurs d'une colère divine dirigée contre les autorités profanes, contre les princes. Par conséquent, ces deux experts sont d'accord pour manifester un certain pessimisme du point de vue de l'avenir politique de Recep Tayyip Erdogan et de son parti, l'AKP. Un pessimisme néanmoins tout à fait modéré, dans la mesure où l'un comme l'autre partent du principe que quoi qu'il arrive, l'AKP restera le principal parti de Turquie, c'est-à-dire qui constituera au moins une majorité relative, même si l'adjonction de plusieurs partis plus petits
finit par construire en face une majorité absolue et donc par lui faire perdre le pouvoir, mais l'AKP ne devrait en tout cas pas disparaître. Et ça, même s'ils n'en ont pas parlé dans ces interviews, dont le lien sera reproduit en description de la vidéo, c'est lié à la conscience qu'ils ont, tout comme Diol Nogradi par exemple, déjà plusieurs fois évoqué dans cette série, et qui lui en revanche ne s'en cache absolument pas. Enfin, en tout cas, qui lui l'a dit de façon tout à fait explicite. Bon, mais j'ai l'impression que dans le monde francophone, c'est une information qui n'est pas souvent. Bon, c'est que tout simplement, Recep Tayyip Erdogan est très malade. Et que s'il devait conserver ses fonctions, biologiquement, il n'est pas évident qu'il serait en état, disons, de finir son mandat. Et que donc, le véritable enjeu, finalement, de la bataille électorale qui commence, enfin qui a commencé depuis longtemps, mais dont la première manche décisive, le premier tour, va avoir lieu demain en Turquie. L'enjeu n'est donc pas, à vrai dire, vraiment l'avenir politique à long terme de Recep Tayyip Erdogan, parce qu'il est fort probable qu'il n'en ait plus, mais disons son héritage, sa succession, sa postérité. Donc, est-ce qu'on va avoir un scénario à la De Gaulle, hein, désavoué en fin de parcours à la 24e heure, et puis probablement enterré pas longtemps après, ou au contraire un scénario à la Mitterrand, hein, donc capable d'être réélu en dépit de sa maladie et disons, de donner une forme, alors on l'aime ou on l'aime pas, bon, mais en tout cas à la suite, disons, à sa succession. Enfin, dernier point d'accord de tous ces experts, d'ailleurs, Nogradi, Peek, Egereshi, euh, en dépit des interprétations les plus fréquentes, d'ailleurs, notamment en Europe de l'Ouest, en France, et qui sont toujours biaisées par les filtres d'allégeance idéologique, alors soit au récit dominant, au récit atlantiste dominant, soit au récit pro-Poutine dominant, et qui font que généralement on interprète les résultats, enfin les prédictions de résultats concernant ces élections turques par le filtre des conséquences géopolitiques qu'on leur suppose. Or, les analystes hongrois, eux, sont tous à peu près d'accord pour considérer qu'il n'y aura pas de conséquences géopolitiques majeures. C'est-à-dire que même si, donc non seulement Recep Tayyip Erdogan disparaît de la scène, ce qui devrait de toute façon arriver, même en cas de victoire, assez vite du fait de son état de santé, mais même si l'AKP perd provisoirement ou durablement le pouvoir, il est pour tous ces experts extrêmement peu probable de voir, disons, la Turquie changer de cours internationalement. Euh, Ils sont à peu près tous d'accord pour dire que bon, bah, si l'opposition, donc aujourd'hui clairement incarnée par Kemal Kılıçdaroğlu, l'emporte, il y aura quelques inflexions tout à fait symboliques, hein. Il y aura un changement du langage, vis-à-vis d'une part de la Russie, d'autre part de l'Europe occidentale, donc un peu plus de sourire entre Bruxelles et Ankara, et un peu plus de fermeté apparente bon, entre Ankara et Moscou, mais que ça ne devrait sur le fond rien changer, notamment aux politiques commerciales, aux politiques d'armement, à la politique de l'énergie, au développement du nucléaire turc en coopération avec la Turquie, etc. Donc, en gros, rien d'essentiel ne devrait changer, à part quelques petites inflexions stylistiques. Alors maintenant, concernant les aspects de politique interne donc, de cette échéance électorale, euh, et ben, aussi bêtement l'issue du scrutin, qu'on vient d'ailleurs dont on vient de relativiser les conséquences, mais malgré tout la question reste, hein, qui va gouverner la Turquie, disons, à partir de juin 2023.
Alors là apparaît une différence qui n'est d'ailleurs probablement pas tellement due, qui n'est pas liée à la personne de l'expert interrogé, euh, ou pas en premier lieu, mais je pense avant tout aux dates des interviews. Donc l'interview de Zoltán Egeresi réalisée 2 jours plus tôt, c'est-à-dire en gros hier, euh, 2 jours plus tard, pardon, que celle de Bulčupek, euh, eh bien, intègre, disons, Egarashi intègre à son calcul un événement qui, je pense, n'était pas encore connu au moment de l'enregistrement de l'interview de Bulčupek et qui devrait, a priori, avoir une certaine importance, avoir un impact non négligeable sur le déroulement du scrutin. Et cet événement, c'est le forfait, hein, la sortie de course de Muharrem Ince. Alors, qui est Muharrem Ince? C'était parmi les nombreux, trop nombreux candidats à la succession de Recep Tayyip Erdogan. C'était celui qui courait donc sous les couleurs d'un parti de la patrie. Alors, sans entrer dans des détails qui sont pas forcément passionnants, c'était donc l'un de ces petits partis qui, sans pour autant être ouvertement du côté d'Erdogan, du côté de l'AKP, mais n'avait pas intégré la coalition anti-Erdogan dont Kemal Kılıçdaroğlu est devenu le chef, hein, le porte-étendard. C'est quand, que telle était d'ailleurs ou non l'intention de ces petits partis et de leurs candidats, il est bien évident qu'il s'exposait exactement comme en politique hongroise, d'ailleurs on a exactement le même phénomène, donc aux reproches de la coalition Erdogan, de la coalition anti-Erdogan, pardon, donc la coalition groupée derrière Kemal Kılıçdaroğlu, reproche évidemment à ces petits partis non ralliés eh bien, de diviser le vote anti-Erdogan. Or, comme d'après les sondages, les prévisions les plus crédibles, le résultat donc, du scrutin de demain devrait a priori être extrêmement serré. Il n'est pas impossible que les 2 ou 3 dont étaient encore crédités hein, après une assez sévère chute dans les intentions de vote, mais ces quelques pourcents dont étaient encore crédités euh, Muharrem Ince et son parti pourraient donc être les quelques pourcents qui finiront par faire la différence, et en l'occurrence par faire la différence en défaveur de Recep Tayyip Erdogan et en faveur de Kemal Kılıçdaroğlu. Alors ça en soi, donc le retrait de Muharrem İnce, ça n'est pas un scoop, en tout cas ça n'est pas un scoop hongrois. J'ai vu que Euronews euh, l'avait rapporté donc le jour où ça s'est produit, il y a 2 jours. Je n'ai pas trouvé de source francophone, j'avoue que j'ai pas cherché très longtemps. De nos jours, c'est triste à dire, mais c'est devenu si décevant que j'ai à peine encore le réflexe d'aller regarder ce qu'on publie en français. En revanche, l'intérêt, une fois de plus, d'écouter les analystes hongrois, ce sont les informations, c'est la profondeur informative, c'est-à-dire ce sont les informations de fond, le background informatif qui va être ajouté donc à la nouvelle, à ce qui relève stricto sensu de l'actualité. Car ce que nous apprend donc en l'occurrence Zoltán Egeresi, à propos de cette histoire du retrait donc de la candidature de Muharrem İnce, c'est que donc outre la descente aux enfers des sondages qu'a subi son parti, qui est je crois pas passé
d'une petite dizaine de points dans des sondages précoces à 2% ou quelque chose comme ça dans les sondages les plus récents, donc une chute tout à fait significative, et qui devait de toute façon laisser penser qu'un réflexe de vote utile risquait même de le priver de ce petit euh, cœur, ce petit hardcore d'électeurs encore fidèles. Donc c'est d'une certaine manière un retrait réaliste, mais pour le cas où il n'y aurait pas été, malgré tout, il n'y aurait pas été disposé, visiblement, quelqu'un a pris les mesures nécessaires pour emporter sa décision. En effet, le retrait de Muharrem Ince intervient après la divulgation d'une vidéo euh, dans laquelle, disons qu'on découvre Muharrem Ince dans son intimité sexuelle. Ça aussi, j'imagine que ça doit figurer dans un certain nombre de comptes rendus, au moins de la presse internationale, donc anglophone, russophone, etc. Mais ce que nous apprend en outre Zoltan Egalashi, c'est que Muharrem Ince et son parti euh, était né d'une scission au sein du parti euh, dont le candidat est actuellement, et dont le chef d'ailleurs est depuis assez longtemps, donc le principal contre-candidat d'Erdogan, c'est-à-dire Kılıçdaroğlu. Galachi nous apprend de plus que au sein de ce parti, ou de la descendance de ce parti après scission, Ince n'est pas le premier dirigeant contraint à se retirer d'une course électorale, voire de la vie politique, suite à la divulgation de contenus de nature sexuelle. Il semblerait même qu'en réalité, Kemal Kılıçdaroğlu ne soit arrivé à la tête de ce parti qu'après et grâce au retrait d'un autre politicien qui a visiblement été victime du même sort. Il semblerait donc qu'il y ait dans l'ombre une force de type service secret, hein, puisque ça c'est typiquement c'est du travail de barbouzerie, qui, disons, veille sur la carrière et le succès politique de Kemal Kılıçdaroğlu. Et quant à identifier cette force, qui donc n'est a priori pas une force pro-Erdogan, eh bien, Egalashi peut s'épargner, disons, le jeu des hypothèses, étant donné qu'on a des déclarations toutes fraîches, justement, de la dernière victime de ce réseau, donc de Muharrem Ince, qui a explicitement accusé les réseaux gulenistes, hein, donc la secte de Fethullah Gülen et ses affidés encore présents, encore actifs, semble-t-il, en Turquie, donc d'être derrière cette divulgation. Euh, Accusation par laquelle, accessoirement, Muharrem Ince reconnaît aussi implicitement, sinon être du côté d'Erdogan, mais en tout cas avoir politiquement plus en commun avec Erdogan qu'avec son opposition, selon le principe que les ennemis de mes ennemis sont mes amis. Et comme du coup on commence à s'intéresser au parcours et à la personnalité de ce Kemal Kılıçdaroğlu, qui pourrait bien être le prochain visage de l'État turc, du fait d'une présidentialisation du régime qui, la parenthèse intéressante, a été voulue et opérée par Erdogan lui-même.
hein. Donc, si c'est ce scénario-là qui finit par se produire, finalement, on pourra découvrir une sorte de parallélisme entre, alors en accéléré, on va dire, entre l'histoire turque récente et l'histoire de la Ve République en France, euh, dans la mesure où, en France aussi, d'une certaine manière, euh, c'est le gaullisme, donc considéré par beaucoup comme la quintessence du patriotisme français, etc., bon, qui a créé ce régime présidentiel, lequel a néanmoins fini par tomber dans les mains, on va dire quand même, d'un représentant tout à fait archétypal de l'anti-France, qu'est Emmanuel Macron. Bien. La même chose pourrait assez vite se produire en Turquie, où, du fait de la grande dispersion idéologique, ethnique, sociale, etc., qu'on observe au sein de la coalition anti-Erdogan, une telle coalition, dans un régime parlementaire, ou simplement dans le régime dans les institutions turques telles qu'elles existaient encore il y a une vingtaine d'années, n'aurait probablement pas eu grande chance de réussir à effectivement gouverner le pays, et aurait donc dû, en dépit éventuellement d'un beau succès électoral, mais finir par laisser les clés à l'AKP, donc le parti d'Erdogan, qui lui, en revanche, dispose de la masse critique. Oui, mais voilà, comme entre-temps, Erdogan s'est créé pour lui-même, hein, sur mesure, un régime présidentiel qui permet, disons, de court-circuiter ces mécanismes parlementaristes, eh bien, il court aujourd'hui le risque de voir une partie au moins de son œuvre annulée par son rival Kılıçdaroğlu, et ce grâce à ces réformes institutionnelles, à cette présidentialisation du régime dont il est lui-même, Recep Tayyip Erdogan, l'auteur. Et donc je referme cette parenthèse pour donc revenir à cette question de la personnalité de Kemal Kılıçdaroğlu. Et ça, c'est un aspect qui a été abordé plus en détail, en revanche, par Bulçupek, donc chronologiquement la première des deux interviews ici relayées. Et Bulçupek, qui semble donc avoir une sensibilité un peu plus littéraire que Zoltan Egerashi, analyse donc les figures, donc à la fois la biographie, mais aussi l'image politique euh, de Erdogan d'un côté, de Kilic Daroglu de l'autre, comme une sorte de dichotomie à peu près parfaite, dans laquelle Erdogan, dans le contexte culturel turc, assume la figure du loup, hein, c'est-à-dire Erdogan, c'est le fort, c'est le dominant, hein, le loup étant l'animal totémique des peuples turcs, des peuples turciques. Tandis que Kemal Daroglu, quelles que puissent être par ailleurs en réalité les spécificités de sa psychologie individuelle, c'est pas ça ici qui compte. En tout cas, il a assumé l'image de l'agneau. Et ça, on s'en rend compte beaucoup moins d'ailleurs en s'intéressant aux aspects ethniques des deux personnalités. Ça, ce serait une fausse piste, ce serait une impasse. Parce qu'effectivement, on entendra souvent répéter que Kılıçdaroğlu a une descendance en partie kurde. Certes, mais ça revient à oublier un peu vite que Erdogan, lui, dans le cadre de sa rhétorique néo-ottomaniste, n'oublie pratiquement jamais, alors pas dans des discours publics, mais enfin dans ce genre d'indiscrétion que les politiciens ont l'art de commettre exactement au moment et à l'endroit où ils savent parfaitement que ça filtrera. Bon. Et Erdogan ne s'est jamais privé d'une occasion de rappeler en privé, hein, entre guillemets, qu'il est, lui, d'ascendance laze, c'est-à-dire Kartvel, hein. Alors, la famille des langues Kartvel, c'est la famille qui inclut notamment le géorgien, et en effet,
à l'extrême nord-est de la Turquie, donc sur la frontière entre Turquie et Géorgie, il y a une région d'où est effectivement originaire la famille de Recep Tayyip Erdogan, euh, qui a longtemps été marquée par donc, la présence d'une ethnie Kartvel, donc linguistiquement apparentée euh, aux, aux divers peuples de la Géorgie, qui est l'ethnie Laz. J'allais dire qui était, parce que c'est vrai que la langue n'est plus très parlée aujourd'hui. J'avais rencontré il y a quelques années à Paris une kartvéliste qui m'avait assuré qu'elle avait encore rencontré sur la frontière deux ou trois vieillards qui parlaient cette langue. Bon, je, je ne m'avancerai pas. Donc en réalité, ce qui fait d'Erdogan le loup et de Kilicdaroglu l'agneau, ça n'est pas en premier lieu un rapport, on va dire, ethnique à l'identité turque. Ce qui, dans le contexte de la Turquie et avant tout de cette Turquie, donc au sortir de la première décennie, peut-être aussi la dernière hein, d'ailleurs, du projet AKP, du projet néo-ottomaniste de Recep Tayyip Erdogan, ce qui a donc beaucoup plus d'importance, c'est l'élément confessionnel, donc de ces constructions identitaires, de ces personnalités politiques. Ce qui, de ce point de vue, caractérise en effet au plus haut point la personnalité personnelle et politique de Recep Tayyip Erdogan, c'est son appartenance à l'islam d'une part sunnite, euh, majoritaire en Turquie, mais aussi et surtout à la mouvance des frères musulmans. Mouvance frériste qui a donc doté en fait le régime turc, le régime d'Erdogan, de sa doctrine politique. Ce alors que Kılıçdaroğlu, lui, euh, est d'ascendance alaoui. Donc, plus ou moins chiite ou crypto-chiite, et évidemment, dans cette partie du monde, quand on dit chiite, on pense aussi tout de suite à la grande puissance chiite du Moyen-Orient, c'est-à-dire à l'Iran. Et ce que suggère ce détail trop souvent méconnu ou ignoré, c'est ce que je tente aussi de suggérer dans un article qui devrait paraître ce week-end dans le Courrier des stratèges, un article de fond sur la Turquie. Et c'est l'idée que ce qui fait aujourd'hui l'objet d'une attaque concertée avec probablement aussi l'ingérence de puissances internationales euh, à l'occasion donc des échéances électorales turques, ça n'est pas seulement et probablement même pas en premier lieu la personne de Recep Tayyip Erdogan. Alors certes, il a eu largement le temps de se faire énormément d'ennemis, hein, il se retrouve finalement un peu dans la situation qui était celle d'une de ses victimes, c'est-à-dire de Muammar Kadhafi, hein, à force d'avoir à un moment ou un autre énervé ou trahi à peu près tous ses voisins, alliés, anciens alliés, etc., bon, bah, on finit par risquer d'avoir des problèmes. Bon. Euh, Ça n'est même pas, à proprement parler, un positionnement, disons, géostratégique immédiat de l'État turc, sachant que ce positionnement euh, qu'il est extrêmement improbable que le résultat, quel qu'il soit, de ces élections affecte à court terme et même à moyen terme ce positionnement. Non, ce qui, comme on peut le lire à travers donc les détails que nous livre Zoltan Egeleshi, et c'est en tout cas l'hypothèse que j'avance dans cet article de fond du Courrier des stratèges, ce qui réellement est entré dans le collimateur d'un certain nombre de forces extrêmement puissantes en Turquie et encore plus en dehors de Turquie,
C'est, à mon avis, le projet frériste en lui-même, c'est l'idéologie et la puissance politique des frères musulmans.